Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Et pour commencer cette émission, tiens, une question aujourd'hui. Si je vous dis 5 tonnes, vous savez à quoi correspond ce chiffre ? Eh bien 5 tonnes, c'est la quantité de déchets que nous produisons en France chaque année par habitant. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir comment le numérique peut nous aider à trouver des solutions pour réaliser les 3 R, c'est-à-dire réduire, réutiliser et recycler nos déchets. Le numérique pour tous, spécial environnement et recyclage, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors savez-vous que chacun d'entre nous produit plus de 580 kilos de déchets ménagers chaque année ? Et si l'on additionne ces déchets à ceux des activités du BTP, de l'industrie et de l'agriculture, eh bien on arrive à 5 tonnes par habitant et par an. Et aujourd'hui, pour parler de cette réalité qui nous concerne tous, malgré tout, et surtout pour parler des solutions, j'ai le plaisir d'accueillir un acteur majeur de l'économie circulaire, un groupe français dont le métier est la gestion de l'eau et des déchets. Il s'agit du groupe Suez en la personne d'Antoine Lefeuvre. Antoine, bonjour. Vous êtes donc directeur des solutions circulaires chez Suez. Et comme j'aime bien commencer par une définition, qu'est-ce que c'est qu'être directeur des solutions circulaires ? Bonjour Vanessa, bonjour à tous. C'est une nouvelle direction en fait qui a été créée à partir d'un double constat. D'une part, nous vivons dans une époque où les enjeux environnementaux sont fondamentaux et sont majeurs. Et d'autre part, nous vivons une époque où la transition numérique est extrêmement importante. Nous la vivons tous au quotidien. Le numérique est partout, pour tout le monde, tout le temps. Donc tout l'enjeu est de mettre le numérique au service de la transition environnementale et plus particulièrement au service de l'économie circulaire telle que vous l'avez définie au travers des 3 R, c'est-à-dire réduire la quantité de ressources naturelles que nous puisons tous les ans dans l'environnement, réutiliser au maximum les produits et puis surtout recycler, c'est les métiers de Suez. Et on pense que le numérique va favoriser cette transition qui est collective. Alors vous adressez aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Vous avez donc plusieurs activités puisqu'on connaît tous votre marque. Oui, Suez, c'est un acteur majeur de l'environnement depuis plus de 160 ans. C'est 35 000 collaborateurs en France et à l'international. Notre métier, c'est d'accompagner les collectivités, les industriels, les citoyens vers la gestion des services essentiels que sont les déchets, l'eau et puis l'air. 2 chiffres peut-être. On distribue de l'eau à plus de 60 millions d'habitants en France et à l'international. Et grâce aux activités de recyclage, on produit plus de 2 millions de tonnes de nouvelles matières premières. Alors, on le disait en introduction, Antoine, chaque Français produit plus de 580 kilos d'ordures ménagères par an et plus de 5 tonnes si on intègre les déchets du BTP et autres déchets de l'industrie. Quelque part, plus on produit de déchets, plus vous avez de travail. En fait, tout l'enjeu collectif que nous avons, Vanessa, c'est de réduire l'extraction des ressources naturelles sur la planète. Et c'est vraiment la mission de Suez de contribuer à favoriser l'économie circulaire. Et sur les 3 R qui ont été rappelés en introduction, Suez va surtout intervenir sur le recyclage. Et sur le recyclage, il est important de faire plus et mieux. Vous avez repris les chiffres des déchets ménagers. Aujourd'hui, en France, les déchets ménagers sont recyclés à 70%. Il faut qu'on aille plus vite. On s'était fixé en France une ambition d'aller jusqu'à 75% il y a une dizaine d'années. On n'y est toujours pas. Donc il est important d'atteindre rapidement ces 75% de recyclage pour ensuite aller beaucoup plus loin. Il faut aussi recycler mieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le premier usage d'un déchet, ça devrait être une revalorisation matière. C'est-à-dire à partir d'un déchet, refaire une nouvelle matière qui puisse être réutilisée par les industriels et permettre de reproduire des nouveaux produits. Lorsque c'est pas possible, on fait une revalorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on transforme ce déchet en de l'énergie. Et on sait qu'actuellement, dans la période actuelle, l'énergie est également très importante. Mais tout l'enjeu, en fait, est d'apporter de la performance territoriale, c'est-à-dire d'aider nos clients, les collectivités, les industriels, à avoir plus de performance de tri, plus de performance de recyclage. Et pour prendre un exemple concret,
C'est peut-être l'exemple de la collectivité de Montauban qui, au-delà des objectifs de collecte, de tri, de valorisation, fixe également à Suez des objectifs de prévention, de taux de recyclage et plus globalement d'amélioration du cadre de vie. Mais on a l'impression, Antoine, qu'on a un peu de mal quand même à trier en France par rapport à d'autres pays, notamment les pays nordiques. C'est une réalité? Ou alors on a du mal à faire ce geste? Ou en fait il y a une éducation et on pourrait mieux faire? Alors, vous avez raison. Alors, il faut déjà rappeler que le geste de tri est un geste essentiel. C'est le premier au début de la chaîne de l'économie circulaire où chacun peut intervenir. Et c'est presque le premier acte que chacun peut faire pour favoriser l'économie circulaire. En France, 75%, donc 3/4 des Français, expriment toujours des difficultés à bien connaître la consigne de tri et à savoir, lorsqu'il y a un emballage à jeter, dans quelle poubelle il faut mettre. Poubelle jaune, poubelle verte. Voilà, poubelle jaune, poubelle verte, ça dépend. Puis au dernier moment, on a une sorte de cas de conscience et puis voilà. Donc il y a un vrai sujet de simplification des consignes de tri et la France est engagée dans une démarche d'uniformisation de ces consignes de tri et il y a un vrai sujet également d'accessibilité de l'information à ces consignes de tri aux citoyens. Alors, vous mettez en place des solutions numériques, justement, chez Suez. Vous pourriez nous partager une ou deux solutions, très concrètement? Alors, très concrètement, effectivement, le numérique va impacter énormément de choses. Elle va aider à Suez de fournir des solutions encore plus performantes de tri et de collecte. Alors, pour nos collectivités, par exemple, on va pouvoir rendre les points d'apport volontaires, là où vous apportez vos bouteilles de verre près de chez vous, intelligentes. C'est-à-dire qu'elles sont... Concrètement, alors dites-nous. Concrètement, elles sont équipées de capteurs et lorsqu'elles sont remplies, elles vont se signaler en disant « Ah, il faut que je sois collecté ». On transforme tout puisqu'en fait, on ne fait une collecte que lorsque c'est nécessaire. Donc plus besoin de collecter des points d'apport volontaires qui sont à moitié remplis. Donc le camion ne tourne pas à vide et on a une économie de CO2 sur l'empreinte carbone, donc toute la chaîne est vertueuse. Exactement. Le deuxième exemple, c'est que le numérique va permettre d'avoir un accès à l'information à tous et rapidement. Et c'est ce qu'on a fait justement pour répondre au sujet que vous avez discuté tout à l'heure de la consigne de tri. On a développé une application mobile qui s'appelle Mon Service Déchets, mobile, accessible à tous sur les stores, qui va permettre à chacun de connaître la bonne consigne de tri. Comment? Vous scannez le code barre d'un produit et on va vous dire dans quelle poubelle ou comment recycler au mieux l'emballage de ce produit. On va également vous indiquer le nombre de CO2, de grammes de CO2 que vous avez évité en faisant ce geste vertueux. Et puis, dans les territoires sur lesquels nous sommes en partenariat, on va aller plus loin en cartographiant les points d'apport de déchets, en cartographiant les bioressourceries, les magasins d'économie solidaire qui vont recycler les déchets, et donc permettre vraiment un véritable outil pour mieux trier. Mais alors, ça, effectivement, ça se passe à l'échelle individuelle, mais on voit que les plus gros contributeurs, malheureusement, aux déchets, c'est l'industrie, bien évidemment, et c'est tout à fait logique. Vous êtes en discussion avec les gros fournisseurs de déchets, j'aimerais dire, que ce soit l'industrie agroalimentaire ou le BTP, pour entamer des discussions et voir comment travailler mieux main dans la main? Alors, vous avez raison, les sujets environnementaux et plus particulièrement les sujets d'économie de la ressource et les sujets d'économie circulaire sont des sujets multi-acteurs et coopératifs. Et Suez, dans son ADN, a une tradition historique de coopération avec les acteurs de l'ensemble des chaînes de valeur. Et peut-être 2-3 exemples concrets à donner. Volontiers. Sur les aspects industriels, on a une coopération de longue date avec Renault sur lequel on récupère les chutes automobiles pour récupérer l'acier et faire en sorte que cet acier soit valorisé dans d'autres industries ou permettre de reconstruire de nouvelles voitures. Même chose pour Nexans, on a un partenariat avec le groupe Nexans. Une société de câbles, hein, rappelons-le. Voilà, une société de câbles. On récupère les chutes de câbles pour reproduire du cuivre, mais on récupère aussi les câbles issus des chantiers de déconstruction. Lorsqu'il y a des changements, l'implémentation de la fibre et que les anciens réseaux doivent être retirés, cette nouvelle fibre est récupérée pour valoriser le cuivre et le remettre dans l'économie circulaire. Et peut-être un dernier exemple qui va parler à chacun, puisqu'on parle de véhicules électriques, qui est aujourd'hui en plein développement. Nous avons annoncé récemment un partenariat avec le groupe Eramet pour construire ensemble... Eramet, rappelez-nous, donc ce sont des constructeurs de batteries. Minier et métallurgique. Et tout l'enjeu est d'étudier en fait comment recycler les batteries de lithium-ion utilisées dans les voitures électriques. Et donc, ce projet qui est en cours d'étude, si sa faisabilité est confirmée, ça donnera la naissance d'une entreprise de recyclage en 2024 des batteries automobiles. Et vous le disiez tout à l'heure, donc
justement c'est une approche collective entre les industriels et aussi avec les pouvoirs publics et les collectivités. Vous avez le sentiment que le gouvernement a mis des normes suffisamment strictes pour justement atteindre les objectifs à 2025 et 2030, ou alors il y a des choses que vous aimeriez proposer? Alors, vous soulignez un point qui est important, c'est que cet enjeu, il est collectif. Le rôle des États, le rôle du gouvernement est majeur. Il a un pouvoir réglementaire, et c'est un pouvoir extrêmement important pour amener le changement. Donc si on rappelle aujourd'hui les objectifs que nous sommes fixés, sur lesquels l'État contribue fortement, le premier qui va concerner tout à chacun, c'est le tri à la source des biodéchets. Biodéchets, rappelons-le. Les biodéchets, alors pour les ménages, c'est tous les déchets verts, donc que ce soit les déchets de thon, mais ça peut être aussi les épluchures de légumes. Pour des industriels, ça peut être des chutes de production. Par exemple, quand vous produisez des boissons à base de fruits, c'est les pulpes de fruits, etc. Ou c'est des déchets agricoles. La meilleure valorisation de ces biodéchets, c'est certainement la fertilisation des sols agricoles. Si on veut valoriser au mieux, il faut les trier à la source. Et l'obligation est que fin 2023, l'ensemble des biodéchets sur l'ensemble des acteurs, y compris les ménages, soient réalisés d'ici fin 2023. Deuxième chose, c'est les plastiques. On parle beaucoup des plastiques avec les pollutions associées. L'enjeu est d'ici 2025 d'avoir 100% des plastiques qui soient recyclés. Très bien. 20 secondes pour conclure. Le défi et l'état d'esprit, on va dire la posture par rapport au recyclage. Si vous aviez un mot à nous partager. Le recyclage, si vous voulez, d'un point de vue mondial, on est à moins de 10%. On est à moins de 10% d'économie circulaire. Ça veut dire que tous les biens nécessaires pour faire vivre notre planète aujourd'hui sont à 90% puisés dans les ressources naturelles. Donc il est important d'accélérer, et il est important de mettre l'innovation au service de cette transition et de travailler de façon collaborative. Merci beaucoup Antoine de nous avoir permis de mieux Merci, comprendre Vanessa. quelque part une réalité qui nous concerne tous au quotidien. Restez avec nous, dans un instant nous vous ferons découvrir une collectivité qui met tout en œuvre pour être exemplaire en termes d'écologie, et nous vous expliquerons également comment les territoires sont accompagnés pour financer leurs dépenses. Le numérique pour tous, spécial environnement et numérique, ça continue dans quelques instants sur Sud Radio. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans le numérique pour tous, on continue sur l'environnement et le numérique, et j'ai le plaisir d'accueillir le vice-président de la transition énergétique du Grand Poitiers, qui va nous expliquer comment il est en train de conduire la transition de cette ville exemplaire. Aloïs Gabory, bonjour. Déjà, avant de commencer, qu'est-ce qu'on appelle le Grand Poitiers d'un point de vue géographique? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors Grand Poitiers, c'est une communauté urbaine qui est composée de 40 communes, à peu près 200 000 habitants, et avec un gros centre urbain qui est la ville de Poitiers et sa première couronne, et puis des enjeux plus ruraux dans les autres communes de Grand Poitiers. Et donc ce qui est intéressant avec Grand Poitiers, c'est qu'on a les défis de l'urbain, les défis de la ruralité, mais aussi les avantages de l'urbain et les avantages de la ruralité. Et donc dans notre mandat, on essaye d'allier tout ça. Alors vous avez pour ambition de faire du Grand Poitiers une ville exemplaire quelque part, en termes d'écologie grâce au numérique. Quels sont les principaux enjeux si vous deviez les résumer? Alors, Grand Poitiers, en tant que communauté urbaine, donc avec ses 40 communes, s'est doté d'un plan climat air énergie territorial, un PCAET. Et au sein de ce PCAET, on a un schéma directeur des énergies. Au-delà des grands mots, c'est des objectifs qui sont très concrets. Et d'ici 2030, ça veut dire que Grand Poitiers doit réduire la consommation de son territoire, pas uniquement de la collectivité, de 25%, qu'elle doit faire en sorte que la production d'énergie renouvelable augmente de 260%, ce qui permettra d'avoir plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, et aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est les grands enjeux. Ensuite, en tant que vice-président, on a tous des feuilles de route, quelle que soit notre délégation. Grand Poitiers a un plan de mandat, une stratégie territoriale, et puis ça se décline en feuilles de route pour chacun des vice-présidents, en l'occurrence sur la transition énergétique pour ma part, mais comme pour mes collègues des déchets ou de la mobilité. Notre enjeu, c'est d'abord la sobriété, de réduire les consommations, ensuite la production d'une énergie plus propre, et puis de l'efficacité au service à la fois de la collectivité, mais aussi du territoire. Alors, le numérique, on le disait, va vraiment vous accompagner, va être un outil qui va vous permettre de gérer toute la production de ces données pour rationaliser tout ce qu'il est fait. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs et à nous-mêmes, de manière très simple, comment le numérique, justement, accompagne une transition énergétique ?
Alors d'abord, le premier enjeu, c'est d'envisager le numérique dans toute sa transversalité, c'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement une stratégie de la donnée pour l'énergie ou pour les déchets ou pour la mobilité. Il faut vraiment qu'on envisage cette stratégie de la donnée en toute transversalité. Donc global, comme on dit, holistique, c'est le grand mot pour le dire. Holistique, voilà. Peu importe. Dans tous les cas, en considérant que une donnée produite en la mettant avec une autre donnée, ça ne produit pas de données, mais ça produit une troisième donnée et qui est complètement pertinente pour le territoire. Si je prends juste un exemple pour être très concret, au début du mandat, les vice-présidents de transition énergétique ont investi dans ce qu'on appelle la dorsale Mélusine. C'est une canalisation de gaz, pour faire très simple. On pourrait l'avoir uniquement comme un tuyau, mais en fait, derrière ce tuyau, il y a la possibilité de créer des unités de méthanisation, donc de traiter les biodéchets dont il était question juste avant, de produire du gaz qui permettra d'alimenter les bus de Grand Poitiers, mais aussi de travailler sur les pratiques agricoles et de préserver les points de captage d'eau. Bref, d'être vraiment dans une logique globale, holistique, transversale. Et derrière un tuyau de gaz, finalement, il y a plein d'usages, beaucoup d'économies circulaires. Et là, un intérêt de la donnée et du numérique qui est très important. Donc en fait, vous donnez une nouvelle vie aux déchets et les déchets sont quelque part notre avenir avec cette économie vertueuse. Dans tous les cas, comme ça a été dit avant, le déchet est une ressource. À nous de faire en sorte de le valoriser et de le mettre au service du territoire. Alors vous pourriez nous partager quelques réalisations à ce jour qui impactent le territoire ou le citoyen, bien évidemment? Oui, alors un exemple comme ça rapidement, on a installé deux exemples. On a installé des capteurs sur les piscines. L'idée, c'est de pouvoir mieux comprendre à quel moment nos piscines consomment, que ce soit pour les chauffer, pour l'éclairage de la piscine ou autre, et de pouvoir en fait finalement mesurer, modéliser ces consommations et puis derrière décider pour comment améliorer la performance énergétique des piscines, etc. Un deuxième exemple, la ville de Poitiers, mais ça s'étend progressivement à l'ensemble de Grand Poitiers, a décidé d'éteindre son éclairage nocturne la nuit. Et donc, cette décision-là implique d'intervenir sur toutes les armoires qui pilotent notre éclairage public. Et ce faisant, on a installé des petits capteurs LoRa. Donc LoRa, c'est la technologie du réseau. Et ces capteurs, demain, nous permettront à la fois de mieux piloter l'éclairage public à distance, de pouvoir le rallumer s'il y a besoin d'une intervention des forces de l'ordre ou des pompiers, s'il y a une fête de quartier ou de choses comme ça, mais aussi il y a d'autres usages derrière ces capteurs-là, de mieux mesurer le CO2 qui est dans l'air, de mieux mesurer le passage des bus, des vélos ou des piétons pour adapter la circulation sur certains axes, etc., etc. Et finalement, là encore, d'être dans une vision globale, on n'installe pas des capteurs uniquement pour un usage, mais pour tous les usages de la ville. Et on y ajoute un superviseur ou un hyperviseur, une sorte de grand tableau de bord qui recueille toute cette donnée-là, et justement pour être capable de faire 1 + 1 = 3 en termes de données. Alors j'ai envie de vous demander, cette transition, elle coûte quand même très cher. C'est beaucoup d'argent d'investir dans une remise à plat de tout le paradigme, en fait. C'est une réalité, parce que à la fin c'est l'impôt des citoyens, ou vous arrivez justement à être vertueux aussi dans les modalités de financement? Alors toute la logique qu'on essaye d'impulser, notamment sur la partie énergétique, c'est de considérer que tous les investissements qu'on réalise devront être remboursés, entre guillemets, par les économies générées. On travaille notamment avec la Caisse des dépôts et la Banque des territoires sur un dispositif qui s'appelle Intracting. Donc l'Intracting, pour le faire très simple, c'est d'investir sur des travaux de rénovation énergétique, de performance énergétique, qui ont un temps de retour sur investissement, donc qui sont rentabilisés en moins de 13 ans. Et les économies générées par ces travaux-là, par ces travaux de performance énergétique, ne vont pas venir alimenter une petite cagnotte qu'on mettrait sous notre matelas, mais vont venir financer des nouveaux travaux de performance énergétique. Et donc c'est un cercle vertueux qui s'enclenche en permanence. Et donc c'est vraiment la logique qu'on veut appliquer à nos politiques publiques, notamment celle de la stratégie de la donnée. Merci beaucoup Aloïs de nous avoir inspiré quelque part. J'espère que vous inspirez aussi de nombreuses collectivités. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir l'organisme qui accompagne les acteurs territoriaux dans l'élaboration et le déploiement de leurs projets d'avenir. J'ai nommé la Banque des Territoires et pour la représenter, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Trusch. Antoine, bonjour. Vous êtes donc directeur de l'investissement au sein de la Banque des Territoires. Donc tout le monde connaît votre nom, mais concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que fait la Banque des Territoires? Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, Aloïs vient de dire très concrètement ce qu'on fait, c'est-à-dire accompagner les territoires dans le financement de leurs projets. Alors, tout le monde connaît la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts gère votre livret A, c'est votre argent, c'est l'argent des auditeurs, et le remet au service du développement économique des territoires. Alors, développement économique qu'on souhaite harmonieux, qu'on souhaite soutenable, qu'on souhaite durable, et qu'on souhaite aussi comme pouvant réduire la fracture sociale. On parle souvent d'écologie, mais on oublie parfois le côté social, et on essaye de combiner tout ça. Alors, la Banque des Territoires, vous parliez d'argent tout à l'heure, c'est beaucoup d'argent parce que justement, grâce aux Français qui mettent leur épargne au service de ce développement, on dispose de plus de 300 milliards de ressources qu'on peut investir chaque année dans les territoires.
Vous pourriez nous partager 2 exemples très concrètement de vos dernières réalisations par rapport à la transition dont nous parlions tout à l'heure? J'avais envie de dire ce matin, sur l'économie circulaire, il y a un sujet, c'est qu'on tourne un peu en rond. On tourne un peu en rond parce que justement, on est un peu rentré dans une logique depuis quelques années de culpabilité. On dit toujours, il faut trier, il faut respecter la réglementation. Et on voit qu'en fait, on n'a pas toujours la solution. On parlait tout à l'heure du fait que on confond les couleurs des poubelles dans lesquelles il faut faire le tri. Et on voit aussi que souvent on a envie de faire le geste, mais il n'y a pas la solution. Et à la Banque des Territoires, en fait, on croit que c'est le numérique qui va pouvoir aider à franchir le pas et aller plus loin dans les ambitions qu'on citait tout à l'heure. Alors un premier exemple, pour donner les choses très concrètes, c'est le gaspillage alimentaire dans les cantines. Un vrai débat. Ouais. On sait que tout le monde est attaché à ça et tout le monde dit il faut. Mais quand vous êtes le gestionnaire de cantine, si au quotidien vous devez gérer des centaines ou des milliers de repas et que vous n'avez pas de solution pour faire ça, eh ben vous allez continuer, j'allais dire, comme avant. Alors nous, on a investi dans une petite boîte, une start-up qui s'appelle Fresh Cancan. Là aussi, Fresh, F-R-A-I-C-H, oui. je le voilà, précise. sans jeu de mots. Il s'appelait iLunch, mais ils ont choisi un nom plus français. Un nom plus français, c'est bien. Ouais. Exactement. C'est un acteur des cantines. Et eux, en fait, ils s'occupent de faire des frigos connectés pour les gestionnaires de cantines. Ils s'occupent avec des outils numériques d'optimiser les livraisons et puis ensuite gérer les déchets. Ça permet de faire moins de 5% de pertes alimentaires dans les cantines. C'est bien mieux que ce qu'on fait historiquement. Ils s'occupent aussi d'amener les légumes moches. Tout le monde les connaît, ces fameux légumes moches, oui. dont personne ne s'occupe. Mais là aussi, une fois qu'ils sont dans l'assiette, ils sont très bien. Et puis, ils luttent contre le plastique à usage unique en utilisant des contenants en verre. Un petit coup de pouce alors pour Fresh Cancan, donc cantine digitale, Fresh et responsable. Et un autre exemple, on parlait tout à l'heure d'énergie. D'ailleurs, on accompagne Suez à Montauban et on accompagne Poitiers. Poitiers, on l'accompagne sur l'Intracting. On l'accompagne aussi avec le Futuroscope. Vous voyez la globalité de nos interventions. Un deuxième exemple, c'est une société qui s'appelle Moulineau. Alors là, Moulineau, c'est un nom bien français, qui fait de la collecte de déchets alimentaires et qui ensuite va les valoriser dans des unités de méthanisation, donc tout simplement faire du gaz. Là aussi, on en parlait tout à l'heure. Et ils utilisent des outils numériques pour peser et contrôler la qualité des déchets. Parce que, en fait, on le disait ce matin, le sujet des déchets, c'est qu'on en produit tellement et ils sont tellement mélangés qu'en fait, la manière de les trier, de les valoriser, il faut vraiment le numérique pour aider à ça. Voilà un deuxième exemple. J'aimerais aussi vous poser la question, il y a des valeurs particulières pour conduire cette transition, une posture, on va dire? Alors, je le disais à l'instant, je crois que le il faut, l'incantatoire, le réglementaire, il va pas marcher. Sur un autre sujet d'ailleurs, les émissions de gaz, les métropoles mettent des zones contrôlées d'émissions, ce qu'on appelle les ZFE, c'est un jargon un peu technique, et en fait on voit que tant que c'est pas accompagné, les métropoles décalent en fait la mise en place de ces zones. Concrètement, si la métropole du Grand Paris n'accompagne pas la transition, eh bien vous allez voir que en fait le parc automobile va rester diesel comme avant. Alors nous on pense que c'est d'abord un sujet collectif. La première valeur, c'est de s'engager collectivement. Parce que si vous faites des efforts et que votre voisin ne le fait pas, en fait, ça ne va pas marcher. La deuxième valeur, c'est une valeur finalement de renoncement, mais de renoncement dans le progrès. Et on le disait tout à l'heure pour les financements, en fait, ça ne coûte pas de l'argent, la transition énergétique. C'est de l'investissement. C'est des euros qui sont à temps long, mais qui vont rapporter demain. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on les gère à la Banque des Territoires. Alors, peut-être je me disais qu'en fait, choisir, c'est renoncer, on se le dit. Et donc, je crois qu'une des vraies valeurs, c'est d'avoir la volonté de choisir ensemble notre avenir. Merci beaucoup, Antoine, pour ces propos encourageants et positifs. Pour conclure, Antoine Lefebvre, je me tourne vers vous. On l'a entendu, c'est l'affaire de tous. Vous avez le sentiment qu'on est en bonne voie pour accomplir cette transition ? Oui, tout à fait, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un vrai besoin de travail ensemble, et aujourd'hui le panel qui est réuni dans ce studio le démontre. Il y a besoin effectivement que chacun soit acteur de cette transition, et il y a besoin effectivement d'innovation pour
continuer à obtenir les objectifs que nous sommes fixés collectivement. Merci beaucoup, merci à vous tous, Antoine, et merci à Loïs de nous avoir permis de nous donner et de nous avoir donné quelques clés pour accompagner notre planète vers plus de durabilité. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.